Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Ça se passe chez nous, votre émission de l'été sur LN24. C'est ici et seulement ici que chaque soir, en direct, nous allons faire le tour de l'actu qui vous intéresse avec ce soir au programme notamment le thermomètre. Et en 2024, on a recensé plus de 300 accidents à trottinettes électriques en Wallonie, dont 25 blessés graves et tués. Un chiffre en explosion, alors faut-il interdire les trottinettes dans nos villes? On en débat dans Ça se passe chez nous. L'alerte rédac aussi avec la fin des 3 jours d'absence par an sans certificat médical dès 2026. Et oui, le gouvernement Arizona s'apprête à revoir la mesure, alors bonne ou mauvaise idée. Sans oublier les Belges face au monde avec notamment l'actrice Sydney Sweeney au cœur d'une polémique et nouvelle coqueluche des conservateurs américains depuis qu'elle a posé pour une campagne de pub pour des jeans. On vous explique tout en fin d'émission. Nous sommes le jeudi 7 août, vous regardez Ça se passe chez nous et ça commence maintenant. Et avant de se pencher sur les unes du jour, je vais vous présenter les 4 invités qui n'ont heureusement pas pris l'un de leurs 3 jours de congé annuel pour venir ici en plateau. Donc merci à eux. À ma gauche d'abord, bonsoir Joël Katengoura. Bonsoir. Organisateur, je le rappelle, dans l'événementiel. À vos côtés, bonsoir Didier Leb. Bonsoir. Secrétaire permanent CNE. Et puis à ma droite ce soir, bonsoir Danis Pretels. Bonsoir. Nicolas. Avocat et membre du conseil d'administration de l'Union Saint-Gilloise. Et puis en retour, bonsoir Damien Ernst. Bonsoir. Professeur donc en électromécanique à l'Université de Liège. Et c'est parti pour le titre du jour. Et dans les titres du jour, les titres qui s'imposent ce soir, on a d'abord en une de la Libre, ces 16 000 hectares ravagés par les flammes en France. Un incendie terrifiant qui a entraîné le décès d'une femme ainsi que des blessures à 7 pompiers et plusieurs civils. Un feu qui perd heureusement en intensité. On aurait pu aussi s'arrêter sur ce visage en une de la capitale, le visage de Youssef Hamza, un jeune garçon bruxellois d'origine syrienne qui a perdu la vie après avoir été emporté par la mer à Gravelines dans le nord de la France. Son corps a été retrouvé 3 jours plus tard et on voit cette phrase terrible de son cousin en une. Il ne voulait pas repartir sans avoir vu la mer. Mais c'est plutôt sur cette une de l'ADH qu'on va s'arrêter ce soir avec, vous le voyez, ce titre en grand, Virer le policier est de retour. Et donc on commence avec cette histoire d'un policier bruxellois réintégré alors qu'il avait été viré pour coup, recel et abus de confiance. Alexandre Gérard nous a rejoint. Pourquoi ce policier a pu être réintégré ? Eh bien, on rappelle d'abord, ce policier, il travaillait dans la zone Midi. Il avait été sanctionné une première fois pour violence sur sa compagne. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a été viré, c'est à cause d'une affaire de recel et d'abus de confiance. En bref, il avait revendu une montre qui appartenait à sa compagne et donc dans la procédure disciplinaire, il y avait un PV avec le numéro du PV, mais aussi le cadre et le contexte de l'affaire pour recel et abus de confiance. Problème, le numéro du PV était mis en cachet par le parquet. Ça veut dire qu'en fait, la zone n'avait pas à être au courant de ce numéro de PV. Mais malgré ça, la procédure a continué. Le policier a été sanctionné. Il a dû démissionner d'office. Une des plus lourdes sanctions dans le métier de policier. Et Alex, il décide donc de faire appel. Et d'aller au Conseil d'État. Et alors, vous vous souvenez de ce numéro de procès-verbal? Eh bien, c'est sur ce point que les avocates du prévenu vont insister. La zone de police s'explique. Ce numéro n'a pas eu d'incidence, ni sur le fond, ni sur la décision rendue, mais le Conseil d'État a tranché. La sanction n'est pas admise légalement. Résultat, sanction suspendue avant une possible et probable annulation. Et le policier, lui, pourra tranquillement réintégrer sa zone. Merci Alex pour ces précisions. Damien Ernst, je commence avec vous. Est-ce que vous êtes un peu scandalisé par cette affaire? Je rappelle qu'on parle quand même d'un policier qui a frappé sa femme, qui a été épinglé pour recel et abus de confiance et qui aujourd'hui va reprendre son travail tranquillement à cause d'un vice de procédure. Attention, il se fait reprendre sur le deuxième dossier. Bien sûr, recel, le premier. Mais moi, je on dit quand même que c'est un policier violent qui a frappé sa femme aussi malgré tout. Voilà, je ne connais pas du tout l'histoire. Bien entendu, je ne cautionne pas du tout ça. Mais il se fait avoir sur une histoire de recel. Donc quoi, il a vendu la montre de sa femme. Oui, il a vendu la montre de sa femme. Exactement. Ok, il se fait virer parce qu'il a vendu la montre de sa femme. A priori, moi, ça ne me semble pas être une... Enfin, je ne connais pas du tout le dossier, mais ça ne me semble pas vraiment énorme. Enfin, je veux dire... écoutez, je suis un peu quand même surpris
de la dureté. Si c'est sur le second point, de la dureté de la sanction, quoi, oui. Ça me met mal à l'aise. Et j'ai quand même l'impression, en fait, si c'était... j'ai quand même toujours l'impression, souvent dans les médias ou dans la presse, encore une fois, je ne cautionne pas du tout ces attitudes de violence, bien entendu, je contacte, mais il y a quand même toujours un peu, on le voit en Belgique, ce policier bashing, en fait, qu'on va, et qui me met quand même toujours mal à l'aise, quoi. Je trouve que c'est quand même des gens qui font des boulots difficiles, et à la moindre petite erreur, c'est peut-être une grosse erreur aussi, et je n'ai pas lu vraiment le dossier, j'ai l'impression qu'on s'acharne quand même beaucoup sur cette profession-là, qui s'en prend quand même plein la figure toute la journée. Oui. Donc voilà, je n'ai pas vraiment d'avis, je n'ai pas lu le dossier. Avant de passer, mais il a droit en tout cas à une justice comme tout le monde. Avant de passer la parole à l'homme de justice sur justement Danis Protels, Didier Leb, selon vous, est-ce que cette sanction qu'on lui avait mise pour ce recel était trop dure, ou est-ce que ça vous gêne aussi qu'un policier qui a frappé sa femme puisse réintégrer tranquillement, même si ce n'est pas lié à cette affaire? Oui, ça me gêne. Je crois que la police doit être exemplaire, d'avoir un comportement exemplaire. Je signale aussi que ce ne sont pas les avocats qui ont remarqué le vice de forme, mais le délégué syndical. C'est le syndicaliste qui parle. Ce que je crois, c'est que la justice n'en sort pas grandie non plus. Donc, c'est pas bon pour l'image et de la police et de la justice. Danis Protels, est-ce que tout ça vous paraît, somme toute, logique? Alors, les gens font des commentaires sur le fond du dossier. Fond du dossier, comme le disait mon voisin, qu'on ne connaît pas. Mais ici, c'est en réalité un problème de violation de règles qui est mis en cause. Et à partir du moment où, dans un dossier, il y a des éléments de procédure qui ont été bafoués, même si ça peut paraître extrêmement choquant à ce moment-là au public, aux gens, aux profanes, les règles doivent être respectées. C'est une garantie de démocratie. Et si ici on a fait allusion dans un dossier à des éléments d'un autre dossier qui ne pouvaient pas encore être connus des autorités policières, mais il est évident que si on a violé cette règle, à ce moment-là, on en arrive à une annulation. Le public est choqué, c'est toujours la même chose. Quand il y a une violation de règles au niveau de la procédure et que cela paraissait établi au niveau des faits, alors les gens disent c'est quand même scandaleux et souvent ils mettent en cause les avocats. Moi je suis d'accord avec monsieur, mais je ne suis pas d'accord avec vous, en tout cas même comme délégué syndical. Je ne vois pas pourquoi il y a des professions où vous faites une erreur. Tout le monde peut faire des erreurs, vous ne savez pas ce qu'il y a dans ces dossiers-là. Quand il y a des professions où on fait une erreur, on doit être complètement viré. Et puis d'autres professions, on pourrait faire des erreurs. Mais tous les hommes, à un moment donné, je l'ai dit, la police doit être... Et tous les hommes ont droit à un jugement correct, ont droit à bénéficier en fait d'un système de justice impartial. Et je ne vois pas pourquoi dans une profession, il faut jeter les gens... Oui, il a frappé sa femme. Hein. C'est un flic qui frappe sa femme. Si c'est sur le deuxième... On ne parle pas du fond du problème. Mais oui, mais la forme... La justice ne sort pas grandie. Une violation de règles la justice automatiquement n'est pas grandie, c'est ce que je dis, la justice n'a pas grandi. Juste que Danis Protels, on parlait de gens qui étaient choqués aujourd'hui, effectivement, c'est peut-être pas sur cette décision de justice, qui effectivement, un policier a droit à une justice comme tout le monde, mais je pense que ça a pu choquer les gens d'avoir un policier qui a frappé sa femme et qui aujourd'hui... Oui, c'est choquant. Ça, vous avez tout à fait raison. Frapper sa femme, frapper quelqu'un, c'est choquant. Dès qu'il y a une procédure qui est annulée parce qu'il y a eu vice de procédure, le public est toujours choqué. Ben oui. C'est toujours la même réaction, mais il est indispensable qu'on respecte les règles. Ben la forme est plus importante que le fond. Et tout le monde a droit à... Moi, je trouve que tout le monde a droit à ce que la justice fasse son travail. Moi, je ne connais pas vraiment le dossier. Voilà pourquoi est-ce que le dossier sur le premier fait n'a pas été instruit. Mais il a accepté sa peine. Il a accepté sa peine. On ne vous a pas encore entendu sur le dossier. C'est vrai. Et vous avez aussi droit à la parole. Quand il s'agit quand il s'agit de policiers et surtout qu'ils sont clairement en tort, on a tendance à être plus dur avec eux, en fait. Parce qu'ils sont, comme il a dit, ils doivent être exemplaires. Un policier qui frappe sur sa femme, un policier qui fait du recel, on ne sait pas de quoi d'autre il est capable. Des choses qui fait qu'on n'est pas au courant. Nous, le public, on est toujours choqués et on est horrifiés de se dire qu'on est censé être protégé par des gens qui ont ce genre de comportement. Donc, ce qui veut dire qu'il faut maintenant, je passe sous votre réserve, Monsieur Sputels, si vous voulez bien, il faut revoir un petit peu la manière dont les procédures sont faites.
quelles sont les règles, comment c'est appliqué, pour qu'on en arrive justement à faire ce genre d'erreurs qui permettent à un individu comme ça de recouvrer sa liberté par la suite et éventuellement reprendre le travail. Danis Protels et Damien Ernst, pardon, pour terminer sur ce débat, après on passera au prochain. Mais est-ce que vous entendez cet argument qu'effectivement un policier est d'une certaine manière un citoyen comme les autres, mais en même temps ce n'est pas un citoyen comme les autres? Est-ce qu'il doit montrer une exemplarité plus grande que Monsieur les a dit citoyens? irréprochable. Donc ça veut dire que s'il roule à 55 à l'heure dans une zone 50, il n'est pas irréprochable. Entre faire un excès de vitesse et taper sa Non, femme, mais c'est il faut différent. savoir exactement où vous mettez le curseur. Moi, ce que j'ai peur, je suis d'accord, enfin, je condamne évidemment tous les actes de violence, mais où est-ce que vous mettez le curseur de ce qui est irréprochable? C'est la justice qui doit Moi, j'ai trancher déjà dans... eu, Mais nous, en tant que citoyens, est-ce que si j'étais policier, on je demande... de mon boulot. Donc, voilà, c'est ça, ça qu'il faut voir la sanction pénale. On parle d'une violence sur quelqu'un venant d'un policier, je pense que doit être irréprochable aussi. C'est pas finalement mais c'est le pas, problème c'est posé. pas pour cette raison-là. Ici, c'est pouvait-on ou devait-on soulever l'erreur au niveau de la procédure. Ce que je ne veux pas, c'est jeter trop facilement, on fait toute une profession aux orties dans le purin, et chaque fois qu'il y a quelque chose qui est fait, c'est de les jeter. Je ne sais pas, il faut peut-être demander à ses collègues dans le commissariat s'ils sont contents de le voir revenir. Hein. On verra si les témoignages ressortent après cette affaire. Voilà pour le tout premier débat de Ça se passe chez nous. C'est l'heure de s'intéresser aux 3 visages et aux 3 histoires qui font la une aujourd'hui. Et les 3 visages sur lesquels on va s'arrêter ce soir, vous allez les voir à l'écran. Il y a d'abord celui de Shaila Bari, ex-candidate de Miss Belgique et qui déclare aujourd'hui avoir subi du racisme. On a aussi celui d'Olivier Motard, un ancien hooligan qui devait devenir responsable sécurité au RWDM, mais le club vient de mettre fin à cette collaboration. On en parlera quand même. Et puis celui de notre Premier ministre Bart De Wever qui a fait littéralement un saut dans le vide pendant ses vacances. Mais donc le premier visage sur lequel on va s'arrêter ce soir, c'est celui de Shaila Bari, ex-candidate de Miss Belgique. Et si on en parle ce soir, c'est parce qu'il est revenu sur son aventure dans le milieu des Miss en 2019. Une aventure cauchemardesque pour elle. Regardez ce qu'elle déclare. Lors des répétitions sur scène avec les autres candidates, des membres du comité prenaient le micro pour me crier dessus, pour m'humilier publiquement, me rabaisser constamment, sans raison. Ce climat de mépris a ouvert la voie à la violence d'autres candidates. Certaines filles flamandes me poussaient, me tiraient les cheveux, marchaient volontairement sur ma robe, me crachaient dessus en me disant « Retourne dans ton pays, tu ne gagneras jamais Miss Belgique, tu n'es pas flamande ». Danis Protels, première réaction autour de la table, autour de cette déclaration. On ne peut qu'être éminemment choqué par ce genre d'attitude. Vous savez, je n'ai pas un respect extraordinaire pour ces élections de Miss, parce que souvent les femmes y sont réduites à un rôle que je trouve assez abaissant au niveau de la personne humaine. Mais si ici elle a été victime de ces situations, c'est tout à fait inadmissible, et je trouve même qu'elle aurait dû déposer plainte pour mettre en évidence des agissements au sein de l'élection, parce que le racisme, c'est sanctionné, des faits de violence, ça peut être et ça doit être sanctionné, et il est évident que si cela correspond à la réalité, l'élection de Miss Belgique n'en sort absolument pas grandie. Avant de faire réagir les autres sur ce plateau, on va écouter la réaction de Darlene DeVos, présidente justement du comité national Miss Belgique. Elle a réagi et elle tombe des nues. On écoute. Je suis un peu choquée. Elle n'en a pas parlé à l'époque. Pourquoi n'a-t-elle rien dit? Dans le concours, on accueille beaucoup de filles d'autres origines, et franchement, je ne sais vraiment rien. Joël Katengoura, alors on voit la réaction effectivement de la présidente du comité national de Miss Belgique. Est-ce que vous comprenez cette réaction? Parce qu'on peut quand même lui rappeler aussi que si en tout cas il y a eu du racisme pendant cette aventure des Miss pour Shaila Bari, on rappelle quand même qu'on vit un traumatisme et qu'on n'a pas directement non plus envie d'en parler. Oui, et cela témoigne un peu le fait que la plupart des gens qui organisent ce genre d'événements, ce genre de concours, ne prennent pas conscience de la guérilla qu'il y a derrière. Ou ils le savent, ils savent qu'il y a une compétition, mais ils ne veulent pas le voir en face pour ne pas jouer les arbitres. Et ça m'étonne honnêtement que cette dame, avec les années d'expérience qu'elle a sûrement dans le métier, dans le milieu,
qu'elle ne soit pas au courant des faits de violence, que ce soit physique ou raciste, racisme auquel sont souvent victimes des gens. Ce n'est pas uniquement dans le concours Miss Belgique qu'il peut y avoir ce genre de problème. C'est dans tous les milieux du travail où les gens d'origine étrangère sont systématiquement ciblés de manière indirecte ou directe, sous le regard indifférent de la direction. Donc, elle peut dire « je n'étais pas au courant, elle m'en a pas parlé », mais quand on est victime de violences racistes, on est tétanisé et on n'a pas toujours le réflexe de réagir, aller voir les responsables pour l'expliquer. Ouais. Et ça, je crois qu'il faut le contextualiser. Didier Leb et puis Damien Ernst, une réaction sur ce dossier. Très vite. On parlait de police irréprochable, mais je crois que la fonction d'une Miss Belgique, ça doit aussi montrer une image un petit peu irréprochable aussi, c'est l'ambassadrice quelque part. Comme Dali, moi je regarde jamais ces machins-là. Mais et donc si quelqu'un qui veut être Miss Belgique qui tire les cheveux d'une autre et qui l'insulte et machin, etc. Je ne sais pas si c'est une compétition, une ambassadrice idéale pour. Mais je ne sais pas si ça a été jugé, si elle va porter plainte, s'il y aura une enquête qui sera faite. Elle en a parlé maintenant, on ne sait pas la suite des choses. Damien, pour terminer sur ce dossier. Et elle doit porter plainte, il doit y avoir enquête. Ça c'est clair, quoi. Il faut porter plainte. Dans ces cas-là, de manière systématique. Encore une fois, moi je préfère quand il y a une plainte qui est portée, en fait, que le dossier soit instruit, qu'on connaisse vraiment les détails du dossier. Je suis toujours beaucoup plus à l'aise quand il y a une plainte et que des professionnels en fait de la justice s'en chargent. Je trouve ça bien, mais effectivement... Même si c'est vrai que la réaction de la présidente du comité aurait pu dire on va enquêter, honnêtement, si c'est arrivé, on est vraiment désolé. Peut-être que sa réaction n'est peut-être pas à la hauteur aussi si racisme il y a eu. Oui, enfin, voilà, qu'elle porte plainte. De toute façon, le racisme, c'est un délit. Elle porte plainte, quoi. Point. Autre visage, c'est celui d'Olivier Motard. Alors si vous ne le connaissez pas, c'est normal, mais si on en parle ce soir, c'est parce que l'histoire, alors elle était assez folle. C'est l'histoire d'un ancien hooligan qui a accumulé les années d'interdiction de stade, près de 15 au total, et qui devait devenir aujourd'hui responsable sécurité au RWDM. Et il faut dire qu'avoir un ancien hooligan pour s'occuper de la sécurité, ça pouvait paraître assez paradoxal. Finalement, le club a décidé de mettre fin à cette collaboration. Danis Pretel, je sais que vous connaissez très bien ce milieu du football. Alors, vous, c'est plutôt aujourd'hui l'Union Saint-Gilloise, pas le RWDM, et vous avez bien fait honnêtement vu la situation au RWDM. Mais voir un ancien hooligan qui a été interdit de stade plusieurs fois, si finalement il avait été chef de sécurité, est-ce que vous auriez trouvé ça une belle histoire ou bien trop paradoxal ? Je suis évidemment étonné quand j'ai pris connaissance de la une de l'ADH où on dit qu'un ancien hooligan qui aurait 15 années d'interdiction de stade devient le chef de la sécurité. Alors, je vous dirais que dès l'instant où j'appartiens à un autre club, je n'ai pas à juger les agissements du VDM ou d'ailleurs. Dans l'Union Saint-Gilloise, il n'y a pas beaucoup de hooligans, mais si monsieur Textor, le propriétaire du RVDM, considère que c'est une bonne chose pour l'image de son club de nommer chef de la sécurité un ancien hooligan, eh bien c'est sa décision et je n'ai pas à faire des commentaires à ce sujet, mais c'est assez étonnant. Mais finalement ça ne se fera pas, mais c'est vrai que Didier Leb, histoire assez originale aussi. Je suis pour le même club que M. Sprutels et c'est vrai qu'il n'y a pas de hooligans à l'Union, donc ça ne risque pas d'arriver. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'à l'Union, il n'y a personne qui a envie d'avoir la peau du président, quoi. La situation n'est pas la même au RWDM qu'à l'Union. Ne remplit pas d'heureux du côté de RWDM. Et puis le dernier visage qu'on va revoir ce soir, c'est celui de notre Premier ministre Bart De Wever qui passe du bon temps en vacances et qui a littéralement sauté dans le vide. On regarde. Voilà, et sous cette publication qu'il a postée du coup sur ses réseaux sociaux, on peut voir plusieurs commentaires honnêtement positifs. Notre Premier ministre est plus cool que le vôtre. Superman, tu es courageux. Voilà ce qu'on peut dire notamment. Damien Ernst, il est plutôt bon dans sa com, Bart De Wever ? Oui, je le suis sur les réseaux sociaux. Je le trouve très bon. Là, tout son voyage en Afrique du Sud, il est très bon. Il prend le métro, le tram pour y aller. Non, il est très bon. Moi, je trouve que c'est un excellent Premier ministre qu'on a là.
très intelligent. Donc voilà, je pense qu'il fait très bien son boulot, il fait très bien sa com, et il montre en fait cette image en fait du père de grands enfants accessible. Non, il est très bien. Joël Katengoura, c'est vrai que chez les francophones, on n'avait pas une image nécessairement ultra positive de Bart de Wever, mais honnêtement, même en regardant les commentaires, il y avait quelques commentaires francophones. Sur le jugement de sa com, hein, pas du bonhomme et pas de sa politique, mais sur le jugement de la com, est-ce que vous le trouvez plutôt bon, Bart de Wever, pour le moment? Bart de Wever, il a toujours bien communiqué. Hein. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut, qu'au niveau de l'immigration, il soit dur. Bart de Wever a toujours une très très bonne communication. La première fois qu'il a réussi à ce que je m'intéresse à lui, c'est une vidéo qu'il avait fait en disant « Donnez-nous notre chance ». Et moi, à partir de là, je commençais à m'intéresser vraiment au personnage. Après, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il fait au gouvernement, etc. Mais au niveau de la communication, il est plutôt bon, on peut lui dire... Didier Leb, Bosso à l'élastique. Ça fait un peu Martine à la plage, Martine prend le tram, là c'est Bart attend l'avion, Bart prend le tram, Bart saute à l'élastique. Ça vous Ce parle genre pas, de cette, communication, non, je ne je suis pas ça. Je me doutais, c'est pour ça que je vous ai donné la parole pour terminer. Allez, on va se quitter quelques instants, mais restez bien avec nous. Juste après la pause, on lance l'alerte rédac avec ce soir nos 3 jours d'absence par an sans certificat médical qui sont aujourd'hui plus que menacés par l'Arizona. Alors bonne ou mauvaise idée, on en débat dans un instant. À tout de suite. Et vous êtes de retour sur l'N24 dans Ça se passe chez nous, et dans un instant on prendra la température sur ce plateau avec un débat autour des trottinettes électriques et des 31% d'accidents en plus en un an. On vous emmènera aussi notamment à Wevelgem avec les brefs du jour et un homme surpris avec une oreillette et une caméra en plein examen théorique du permis de conduire. Une enquête a même été ouverte, mais avant ça on lance ce soir l'alerte rédac. Et dans l'alerte rédac ce soir, l'Arizona qui veut serrer la vis et s'apprête à modifier une règle instaurée il y a seulement 3 ans. Une mesure qui permettait jusqu'à 3 jours d'absence sans certificat médical par an. L'objectif, soulager les médecins et éviter les consultations pour des affections bénignes. Mais la nouvelle coalition menée par Bart de Wever, elle prévoit de réduire ce nombre à 2, comme stipulé dans son accord de gouvernement. Un texte qui devra bien sûr être voté au Parlement et qui devrait entrer en vigueur en 2026. Et avant de vous passer la parole, je vous donne les chiffres communiqués par Sécurex. L'an dernier, plus de la moitié des travailleurs belges se sont déclarés malades au moins une fois et un peu plus de 17% des salariés ont utilisé les 3 jours sans certificat. Et depuis 2022 et l'entrée de cette mesure, les absences d'un jour ont grimpé de 44%. Alors je vois Didier Leb qui trépigne d'impatience de parler de ce sujet, mais je vais d'abord passer la parole à Damien Ernst. Bonne ou mauvaise idée de passer de 3 à 2 jours pour l'Arizona? Je pense que vous avez donné la réponse à ça dans le petit préambule que vous avez fait. Voilà, les absences d'un jour augmentées de 44%. Même si je précise que Sécuriste ne parle pas d'utilisation abusive. Oui, bah bon voilà, et ça veut dire qu'il y en a quand même, à mon avis, un peu d'utilisation abusive. Donc moi je trouve que bon, voilà, vous êtes malade, vous n'êtes pas capable d'aller au boulot, allez voir un médecin. Enfin, ça me semble la moindre des choses. Sinon, à un moment donné, il y a des profiteurs en fait du système et ça se met à dériver. Malheureusement, je ne dis pas que tout le monde profite, mais des gens profitent. Donc moi, effectivement, je suis pour ce passage à 2 contrôle. Et puis je trouve que d'un point de vue santé publique, enfin, si vous n'êtes pas capable d'aller travailler, il est logique, en termes de santé publique, que vous ayez voir un médecin. Moi, ça me semble tout à fait logique. Même pour un jour. Mais même pour un jour, si... Didier Leb. Oui, il faut d'abord trouver un médecin qui veut bien vous recevoir dans la journée, qui est en place pour vous. Puis il faut savoir se déplacer aussi jusqu'au cabinet du médecin aussi pour se faire ausculter. Hein. Bon, ce qu'on essaie de faire croire, c'est que 43% des Belges sont des profiteurs en fait. Donc moi je me demande si Bart de Wever, qu'on a vu sauter à l'élastique tout à l'heure, n'avait pas un élastique un peu trop long et que ça a un peu frappé et qu'après il a eu cette idée pareille parce que tout le monde s'accordait pour dire les médecins, vous l'avez dit, les médecins, des absences d'un jour, excusez-moi, dans tous les pays où... La plupart des pays adoptent maintenant cette mesure-là. Hein. Donc, s'il y a de l'abus, c'était 3 jours par an. Hein. Est-ce que c'est un abus? Enfin, c'est pas celui qui abuse, il le fait 4, 5, 6, 7 fois. Mais là, il devra aller voir le médecin, quoi. Hein. Maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a un risque, c'est que les gens aillent travailler malades. Est-ce que c'est une bonne chose? Et un autre risque, c'est que finalement, maintenant, au lieu d'aller chez un médecin, enfin de prendre un jour parce qu'on est malade, on sera obligé d'aller chez le médecin pour demander un certificat, mais on n'aura pas un jour, on aura 3, 4, peut-être la semaine. Hein.
de maladie. Donc moi je crois que c'est dans la continuité de la volonté clairement affichée maintenant de l'Arizona de détricoter tout le système social. Hein. Donc on s'est d'abord attaqué aux travailleurs les plus âgés, les plus précaires, le machin, maintenant les malades. Et moi je crois que ce truc-là, qui est toujours là. Hein. Je crois qu'il supprime un jour, on passe de 3 à 2 jours. Le but c'est de passer à 0 jours. Et je suis certain que le pas d'après, ce sera de réintroduire le jour de carence. C'est-à-dire le premier jour non payé, et puis 2 jours de carence, et puis 3 jours de carence, et puis une semaine de carence, et puis finalement, et on ne paye plus les malades. Danny Sprottels, est-ce que pour vous c'était une priorité absolue du gouvernement de passer de 3 à 2 jours? Mais vous avez entendu la position de l'homme des syndicats, et je m'attendais à cette affirmation, mais il faut se rendre compte que finalement, il ne faut pas considérer que l'Arizona ne prend que des mesures négatives. On est dans une situation où il y a des excès énormes. Il y a un nombre de travailleurs qui se déclarent malades chaque année, qui représente un coût mais gigantesque sur le plan économique. Et on doit, à un moment donné, prendre des mesures pour tenter de limiter effectivement cette situation. Alors, est-ce que ce sera couronné de succès? Je ne peux pas l'affirmer. Parce qu'effectivement, ce n'est pas si facile à mettre sur papier et surtout sur le terrain, mais je crois qu'on a maintenant un gouvernement qui se rend compte qu'il y a eu des excès de tout genre, qui ont eu pour conséquence que les finances sont dans un état épouvantable, et il faut dès lors essayer de mettre un terme à ces excès. Et c'est ce que le gouvernement tente de faire. Et de par là même, le gouvernement défend les travailleurs, parce que les excès, quand vous avez 2 fois plus de malades de longue durée par habitant en Belgique qu'en Allemagne, ce sont des excès, et des excès, ça vous tue le système de solidarité. Donc moi, je pense justement qu'en prenant ce type de mesures, l'État participe à avoir une solidarité saine entre les citoyens. Cautionner les excès, c'est tuer la solidarité, monsieur. Je passe la parole à Joël Kattengoura et puis je terminerai avec Didier Leb. Juste pour me faire un tout petit peu l'avocat du diable aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a un chiffre qui est en augmentation aujourd'hui, c'est les burn-out aussi dans le milieu du travail. Est-ce que justement, pour éviter que des gens partent en burn-out 3 jours par an, est-ce que c'est une mesure qui était prioritaire pour l'Arizona aujourd'hui? Moi, il m'est déjà arrivé de me lever un beau matin en me disant je ne vais pas aller travailler parce que je suis au bout de ma vie. Je suis fatigué, je suis épuisé. J'arrive pas à me lever, mais je me force à aller travailler. Et cette journée-là m'aurait été peut-être bénéfique, vous voyez, ou 2 ou 3 dans l'année. Je crois que il faut aussi considérer un peu la charge mentale et la difficulté du travail aussi. Quand on se dit, ces 3 jours, on peut peut-être les utiliser à bon escient. Ce n'est pas parce qu'on veut profiter, c'est parce qu'on est dans une condition physique et mentale qui vous dit, j'y ai droit, je vais prendre cette journée. Et puis, avec le respect de son employeur, on lui prévient, on dit, voilà, aujourd'hui, ça ne va pas, je ne vais pas, ça va venir travailler. Quand on parle des profiteurs, ce ne sont pas des gens qui travaillent qui profitent, monsieur. Il faut quand même faire la différence entre les deux. Les gens qui travaillent, ils se lèvent le matin, ils arrivent au boulot, la plupart travaillent dans un climat parfois toxique, où tu n'as pas tout simplement envie d'aller travailler parce que tu as un collègue que tu ne supportes pas. Etc. Il y a tellement de conditions. Je travaille énormément, ça va. Je travaille aussi énormément. Je sais ce que c'est être fatigué pour le travail. Je sais ce que c'est être angoissé. Je sais ce que c'est parfois de ne pas dormir avec le travail. Mais moi, je me lève, je vais au boulot, quoi. Parce qu'à partir du moment où la moindre fois que vous êtes fatigué, angoissé, vous êtes un peu malade, vous n'y allez pas. Moi, je sais vers où ça va. Vous arrivez vers une pente glissante et puis à un moment donné, la moindre frustration, Didier Leb, rapide réaction parce qu'on est déjà en retard. On parle de 3 jours par an, hein, des excès. Excusez-moi, les excès ils vont arriver, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les gens, si on est obligé d'aller chez le médecin, au lieu de prendre un jour, on va prendre 3-4 jours. Où le médecin va donner 3-4 jours. Parce qu'il ne voudra plus donner des jours de congé. Donc, et je voudrais signaler aussi qu'un bon patron, il y a des bons patrons, il y a des moins mauvais patrons que les autres, quand ils ont un travailleur qui est absent un jour comme ça et qui dit écoute j'étais malade cette nuit ou voilà écoute oui prends ta journée quoi. C'est pour les entreprises de plus de 50 travailleurs, je précise. Le patron qui exige un certificat médical pour un jour, ils sont pas nombreux et c'est des mauvais patrons. Allez, avant de passer au thermomètre, on fait un rapide tour des petites infos qui font aussi l'actualité de notre pays. C'est le moment des brefs du jour.
Et ça bouge un peu partout en Belgique, à Wevelgem d'abord, où un homme a été surpris avec une oreillette et une caméra en plein examen théorique du permis de conduire. Ça bouge aussi du côté de Oufalise, où en colère, les propriétaires de gîtes s'unissent contre la hausse de la taxation. Et puis ça bouge à Verviers, dans le journal La Meuse, avec un article qui vous explique comment éviter les contrôles de police. Et ça bouge donc d'abord, je le disais, du côté de Wevelgem, avec cette histoire assez folle. Une enquête a été ouverte après une tentative de triche lors d'un examen théorique du permis de conduire. Un suspect a été surpris avec une oreillette et une caméra pendant qu'il passait l'examen. À peine un jour plus tard, une nouvelle tentative de fraude a été détectée. 4 suspects ont été arrêtés. Danis Pretoge, rapide réaction. C'est vrai que d'habitude, les histoires de triche, ça fait rire. Là, on parle quand même de possibles conducteurs sur nos routes. Je trouve qu'il ne faut pas sourire face à cette information parce que ce monsieur est un tricheur. Ce monsieur n'est peut-être pas capable de réussir l'examen de la manière normale. Et si effectivement on le retrouve sur les routes, eh bien il représente un danger réel. Donc il faut être sans pitié par rapport à ce genre de comportement. Ça bouge aussi dans la commune de Oufalise, où les propriétaires de gîtes s'unissent contre la hausse de la taxation, passée de 30 à 210 € par lit entre 2022 et 2025. Multiplication par 7 quand même. L'échevin oufalois en charge du tourisme justifie cette augmentation par une réalité budgétaire pas toujours évidente. Il faudra attendre fin septembre pour que la commune et l'ensemble des hébergeurs concernés se rendent compte. Et puis ça bouge aussi à Verviers, dans le journal La Meuse, avec cet article qui peut poser question. Regardez comment éviter de se faire contrôler par la police en vacances. Nos conseils, les conseils d'un expert, Marco Ossena, juge de police. Je vais me tourner vers l'homme proche de cette région, proche de Verviers, Damien Ernst. Ça vous paraît un peu bizarre comme article ou ça vous choque pas du tout? Ça ne me choque pas. Non? Ça ne me choque pas. C'est assez clair. Est-ce que ça choque quelqu'un ici, cet article, d'avoir des conseils avec un juge quand même pour éviter les contrôles de police? Peut-être la seule chose que je n'aime pas, c'est que j'ai quand même parfois l'impression, vous invitez par exemple souvent le juge Hénart sur votre émission, et j'ai parfois quand même l'impression que la justice, donc par exemple ça c'est une personne qui a parfois inversé le rôle de l'agresseur et de la victime. Ils sont dans une logique où quelqu'un qui fait une agression en fait, qui fait un délit, et la victime en fait d'une société, il a été mis au bord de la société. Donc ils inversent. Je trouve que parfois la justice en Belgique n'est pas assez du côté de la victime et défend trop à excuser l'agresseur. Et finalement, même si on sort un peu je retrouve un peu dans le juge cette impression-là. Luc Hénart qui sera demain dans l'émission. Donc ça choque personne, Danis Pretoge? Non, si, ça manquait un peu choqué à ce moment-là. Bon, on parlait de triche tout à l'heure. Il faut condamner la fraude. La triche, c'est quelque chose qui doit être condamné. Mais ici, c'est un journal qui vous explique comment tricher, comment frauder. Non, c'est évident. Ils auraient pu s'en passer. L'instant où cette déclaration est faite par un juge, on s'en étonne un peu. Attendez, c'est pas l'affaire du siècle. Je me dis juste qu'il est interdit d'avoir des... comment on appelle encore le petit truc qu'on met dans le coyote? Coyote, c'est interdit, non? Oui. Oui, donc si c'est tout ce genre d'outils sont interdits. Là, c'était plutôt pour surtout les contrôles aux douanes aussi, d'éviter de regarder les policiers qu'on arrive à un contrôle, de ne pas avoir un problème dans sa carrosserie. Bon, voilà. Ou cacher la cocaïne. Allez, plus grave que ça. C'est le moment de prendre la température sur ce plateau, c'est l'heure de passer au thermomètre. Et ce soir dans le thermomètre, un sujet toujours inflammable depuis qu'elles sont arrivées. Vous savez de quoi je parle, les trottinettes électriques. L'Agence wallonne pour la sécurité routière a décidé de lancer une campagne de sensibilisation aujourd'hui. Alexandre Gérard, vous êtes de nouveau avec nous. Est-ce que les accidents avec des trottinettes, ils augmentent tellement ? Eh bien, regardez le chiffre qui va apparaître derrière moi, plus 30%. En un an, eh bien, c'est l'augmentation du nombre d'accidents avec victimes qui impliquent des trottinettes électriques. En 2024, on en compte plus de 300, dont 25 avec blessés graves ou tués. Et les personnes impliquées dans ces accidents sont souvent jeunes. Regardez, l'âge moyen d'une personne accidentée, eh bien, c'est 29 ans et près d'une victime sur 2 a même moins de 25 ans. Et c'est évidemment dans les grandes villes qu'ont lieu l'immense majorité des accidents, 93%, avec un grand choix de trottinettes partagées notamment. Et alors, qu'est-ce qui cause ces accidents, Alex ? Eh bien, souvent, c'est la vitesse la principale responsable. Alors, normalement, une trottinette électrique est limitée à 25 km/h, mais certains petits malins achètent des modèles soit plus
robustes sur Internet ou débrident leur trottinette et donc ça augmente le risque. En mai, la police a inspecté 420 trottinettes. La moitié se sont faites verbaliser, preuve que les règles ne sont pas toujours connues. Et quelles sont les règles justement encore méconnues ? Eh bien, la WSR a mené une enquête et regardez ces chiffres. 43% ne connaissent pas l'âge, c'est 16 ans minimum pour monter sur une trottinette. Plus d'un usager sur 2 ne connaît pas la vitesse maximale autorisée de 25 km/h, je vous l'ai dit. Plus de 30% pensent qu'on peut rouler sur le trottoir, c'est interdit. Et puis 20% ignorent l'interdiction de rouler à 2 à bord d'un même véhicule. Autre problème, le port du casque. Plus de 40% ne le portent jamais et 28% le portent seulement occasionnellement. Et c'est pour ça que la WSR lance cette campagne, en particulier sur TikTok, pour sensibiliser les jeunes. Merci Alex pour ces explications. Alors vous avez chacun vos ardoises devant vous. La question ce soir dans le thermomètre, est-ce qu'il faut interdire les trottinettes électriques dans nos villes? Vous répondez par oui ou par non et je vous laisserai chacun le temps d'argumenter. Je vais me tourner vers le premier qui a terminé. Joël Katengoura, vous pouvez montrer votre ardoise, vous avez mis non, il ne faut pas les interdire. Ouais, ils ne font pas les interdire parce qu'elles font partie de la vie quotidienne maintenant. Une trottinette, c'est un moyen de transport pour aller au travail, pour faire différentes activités, aller plus vite à un endroit où on mettait un peu plus de temps à aller à vélo ou autre. J'ai été victime d'un accident de trottinette, donc j'ai eu le bras cassé, vous étiez en trottinette? En trottinette. Moi, les règles, je ne les connaissais pas. On n'a pas le catalogue qui explique comment utiliser sa trottinette quand on l'achète. Donc, et d'ailleurs, la plupart du temps, moi, l'accident que j'ai fait, c'était bête. J'avais une casquette sur la tête plutôt que d'avoir un casque. Ce qui fait que vous portez un casque. Le vent a soufflé, oui. Le vent a soufflé, la casquette s'est envolée, j'essaie de l'attraper et le guidon est parti. Donc, mais j'ai appris de mon erreur. Aujourd'hui, ma trottinette, j'en ai besoin pour aller travailler. Et je pense que pour ne pas devoir penser à acheter une voiture pour faire XY chose, la trottinette, elle est vraiment utile aujourd'hui. Donc, pour la mobilité douce. On ne peut pas l'interdire. Il faut surtout sensibiliser comment l'utiliser meilleur ici. Denis Sprottels, vous pouvez montrer votre pancarte. Vous avez mis non, mais 3 petits points. C'est-à-dire? Alors, vous vous rappellerez qu'il y a 2 jours, on était sur ce même plateau. Et la question était, peut-on arriver à 0 mort sur les routes à l'avenir? Et j'avais mis en évidence le fait que je considérais qu'il y avait un danger réel en permanence dans nos villes, ce sont les trottinettes. Ce sont les trottinettes parce qu'on a le sentiment que ceux qui les emploient ne respectent absolument rien, et certainement pas le code de la route. Quand vous voyez que vous arrivez à un passage pour piétons, vous observez, vous ralentissez, vous freinez, et puis tout d'un coup, vous avez à votre gauche une trottinette qui surgit à une vitesse totalement excessive, et c'est chaque fois un potentiel accident, et je considère qu'il est grand temps qu'on sanctionne ces comportements. Vous êtes sanctionné parce que vous roulez à 32 à l'heure et on dit maintenant il n'y a absolument plus de fourchette. Par contre, ces gens qui conduisent de manière irresponsable ne sont pas souvent sanctionnés. Est-ce que ma question aurait pu être ça aussi ce soir? Est-ce qu'à un moment il faut imposer soit un permis, soit au moins une petite formation obligatoire pour tout conducteur de trottinette ou qui voudrait prendre une trottinette en libre service? Mais je considère que tout ce que l'on fera pour effectivement mettre en évidence les dangers et les moyens d'éviter ces accidents, c'est positif, mais il est absolument honteux que l'on continue à avoir des trottinettes avec 2 occupants, dont souvent une très très jeune personne. C'est d'un danger évident. Le casque, mais c'est évident qu'on serait beaucoup mieux protégé si on emploie une trottinette avec un casque. Il devrait être obligatoire selon vous? Mais oui, je considère que ça devrait être obligatoire. Allez, je termine avec les réactions de Didier Leb et de Damien Ernst. Didier Leb, vous pouvez montrer votre ardoise. Vous avez mis un grand non. Il ne faut pas les interdire. Non, c'est pas la trottinette qu'il faut blâmer, mais c'est comme Daniel a dit, le manque d'encadrement. C'est un nouveau moyen de locomotion qu'on n'arrive pas encore à vraiment bien réglementer et à encadrer. Bon, moi, c'est dangereux pour les voitures, on est en voiture, mais pour les piétons aussi. Hein. Donc moi, j'habite boulevard Anspach, c'est un grand piétonnier, mais parfois c'est un trottinettier, je dirais, parce que quand on doit presque les piétons qui doivent surfer entre les mobylettes
entre les trottinettes et les vélos aussi, qu'il y a de plus en plus. Et donc, plus de contrôle, plus d'encadrement. Ils ont déjà essayé. C'était même assez comique parce que pendant 3-4 jours, il y avait effectivement la police qui arrêtait ceux qui roulaient plus de 20 à l'heure ou un truc comme ça. Mais ils arrêtaient les plus lents de ceux qui... Parce que les plus rapides, il faut filer, foutre le camp et on ne savait plus les rattraper, ceux-là. Et donc, je ne sais pas comment encadrer et il faut y réfléchir parce que c'est vraiment, moi, chaque fois que je sors de chez moi, il y a des fois, je dis, oulala, je dois vraiment faire attention. Pour les piétons aussi, vous le disiez. Pour les piétons, c'est dangereux aussi. Pour terminer, Damien Ernst, parce que c'est vrai qu'honnêtement, on avait eu le débat sur les trottinettes électriques. On voit votre ardoise avant de vous laisser la parole, non, mais régulée, effectivement. Parce que c'est vrai qu'on parlait à l'époque déjà de la dangerosité des personnes qui étaient sur des trottinettes électriques. On parlait aussi de ces trottinettes électriques qu'on retrouvait partout à Bruxelles, et c'était honnêtement un bordel, et je pèse mes mots. C'est vrai que finalement, il y a des stationnements maintenant, par exemple, dans les grandes villes pour les trottinettes. Ça, on a réglé le problème. Mais par contre, comme le disait Dany, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des trottinettes sur les trottoirs, on a des gens à 2 voire 3 sur les trottinettes, on a des trottinettes sans casque. C'est ça votre réponse aussi? Non, on ne doit pas les interdire, mais réguler. C'est ce conflit. À la limite, celui qui roule à trottinette, s'il se casse la gueule, c'est son problème, j'ai envie de dire. Mais maintenant, il y a un gros conflit qui est en train d'être créé sur les trottoirs entre les piétons et les gens qui ont des trottinettes. Et alors, la trottinette, à la limite, c'est pas encore le truc qui me fait le plus peur. Vous voyez maintenant apparaître des gros vélos électriques qui ressemblent plus à des motos que des vélos électriques et qui roulent beaucoup trop vite. Là, des vélos cargo, ces vélos un peu mountain bike avec des grosses roues. Et je pense que même la dénomination vélo est fausse pour ces vélos. Il faut parler de motos électriques. Et ce qu'on remarque maintenant, c'est qu'on a des motos électriques qui sont sur les trottoirs et ils roulent comme des pétés. Au cours de cette dernière année, moi je marche énormément en ville et c'est vrai que je réponds aux emails en marchant. Je me suis fait prendre 2 fois par derrière par des vélos électriques. C'est extrêmement désagréable. Voilà. Je trouve qu'il n'aurait pas fallu mélanger en tout cas sur les trottoirs cette micro-mobilité électrique ou macro avec ces gros vélos, avec des piétons. Ah oui, il faut protéger les piétons. Didier Labin, très rapidement, concernant le piétonnier, moi je compare toujours ça à une espèce de digue comme à la mer. Mais à la mer, sur la digue, il y a un endroit qui est réservé pour les trottinettes, les vélos et un endroit pour les piétons. Ici, on n'a pas ça. Donc faisons ça aussi sur les piétonniers, pas que à Bruxelles, mais dans les autres grandes villes belges. Allez, on va à nouveau marquer une courte pause, puisque dans un instant, place aux Belges face au monde, avec toutes les actus du monde qui ont un impact chez nous, et notamment cette polémique dont vous avez sûrement entendu parler, une actrice qui monte à Hollywood dans la tourmente. Son nom, c'est Sydney Sweeney, et ses publicités pour les jeans American Eagle enflamment les réseaux et ravissent Donald Trump et les anti-woke. On vous explique tout dans un instant. À tout de suite. Et vous êtes de retour dans Ça se passe chez nous, presque chez nous, puisqu'il est temps de faire le tour des infos du monde qui n'ont laissé personne indifférent en Belgique, les Belges face au monde. Et dans les Belges face au monde, on vous parlera d'abord d'un incendie à l'origine très surprenante au Canada, et puis focus sur ces 3 pubs pour des jeans avec l'actrice Sydney Sweeney qui divise littéralement l'Amérique. On en parlera dans un instant. Mais petit détour d'abord par cette information insolite et direction le Canada avec une histoire à peine croyable révélée par des pompiers de Colombie-Britannique et qui fait le délice de la presse canadienne. Un poisson tombé du ciel, lâché par un rapace et qui a touché une ligne électrique, a provoqué la semaine dernière un petit incendie et une brève panne d'électricité dans l'ouest du Canada. Un incendie, je le précise, rapidement maîtrisé. Voilà, je pense que l'info se suffit à elle-même. Et puis maintenant, on va donc parler jeans avec une publicité qui n'arrête pas de faire parler de l'autre côté de l'Atlantique et qui commence même à s'inviter dans nos journaux. Alexandre Gérard, vous êtes de retour avec nous. De quoi il s'agit ? Alors, il s'agit de Sydney Sweeney, d'un côté, actrice américaine, star internationale, et d'American Eagle, une marque de jeans. Voilà le combo qui embrase les États-Unis depuis quelques jours. On regarde une des capsules promotionnelles de la marque. Sydney Sweeney, Hasbro Jeans. Avec un slogan qui fait débat, vous l'avez entendu, Sydney Sweeney has good jeans. Et voilà, la guerre culturelle est lancée parce qu'il y a une ambiguïté entre le jean, le vêtement et les gènes. Et sur les réseaux sociaux, il y a aussi 2 camps. L'un
dit que c'est la théorie d'eugénisme, une théorie raciste qui veut améliorer l'espèce humaine à travers une sélection génétique. L'autre jubile face à une campagne qu'elle estime anti-woke. Et est-ce que American Eagle s'est exprimé depuis, Alex? Oui, mais sans s'excuser. Regardez le communiqué. Le spot porte sur le jean et a toujours porté sur le jean. Ces dernières années avaient été marquées par plus de diversité et d'inclusivité dans les pubs. Mais ça, c'était avant le retour d'un homme au pouvoir, cet homme, Donald Trump. Et on a découvert que l'actrice avait adhéré au Parti républicain en juin 2024. Et donc Donald Trump s'est empressé de réagir à la polémique. That who was? Sydney Sweeney. She's like a very hot actress right now. She's a registered Republican? Yes. Oh, now I love her ad. Is that right? Is Sydney Sweeney? You'd be surprised at how many people are Republicans. That's what I wouldn't have known, but I'm glad you told me that. If Sydney Sweeney is a registered Republican, I think her ad is fantastic. Okay. Et même le compte officiel de la Maison-Blanche a surfé sur cette polémique. On va le voir sur ce tweet. Avez-vous vu la pub de Sydney Sweeney? La créativité de la Maison-Blanche. Mais finalement, la vraie question, Alex, c'est est-ce que cette campagne de pub a fonctionné? Eh bien, on va nuancer la réponse. On ne sait pas encore vraiment mesurer les ventes de jeans et donc s'il y a beaucoup plus de jeans vendus. Par contre, les propos de Trump lundi ont fait bondir l'action en bourse. Depuis le lancement publicitaire, l'action faisait le yo-yo, d'abord en forte hausse grâce à l'actrice, et puis des baisses à cause des critiques qu'il y a eu sur cette publicité. Et puis, depuis le début de la semaine, le titre a grimpé de 23%, la plus grosse hausse depuis le 12 mai. Merci Alex, je vais vous faire réagir chacun sur cette actu des Belges face au monde d'Anis Pretels. On l'a vu, suprématie blanche pour certains, retour aux sources pour d'autres. Est-ce que vous comprenez l'énorme polémique autour de cette publicité? J'avoue que je suis vraiment très surpris. Et on voit des choses pareilles qu'aux États-Unis où tout est possible. En réalité, je considère que c'est une publicité comme on en a déjà vu énormément, avec des femmes éventuellement pulpeuses. Des pubs comme on en voyait moins. Qui présentent des vêtements, qui présentent des sous-vêtements. Et alors ici, quand vous posez la question, est-ce que pour autant ça a été une bonne opération pour les ventes, il est évident qu'à partir du moment où on en parle dans le monde entier, en termes de notoriété pour la firme, c'est un coup extraordinaire. Mais je ne comprends pas que ça puisse passionner le monde et faire une opposition entre deux clans. On ne voit ça qu'aux États-Unis. Damien, cette polémique, vous la comprenez ou pas? Moi, je pense que tant que les démocrates vont sur ce type de politique, et ce mouvement associé aux démocrates vont sur ce type de polémique et disent que c'est inacceptable, ils ne regagneront pas des élections aux États-Unis. Parce que quelqu'un de normalement constitué ne va pas être choqué par cette publicité. En plus, je trouve que c'est même flatteur pour les femmes. C'est une femme indépendante qui roule dans une voiture. Donc, je ne vois même pas une femme abaissée à son rôle. Ce n'était pas prémédité de la part de American Eagle. Bon, je précise quand même que effectivement, les marques ne faisaient pas beaucoup de profit en allant plus vers la diversité. Là, on a quand même une femme blonde, blanche, aux yeux bleus, avec ce slogan jeans. Jeans aussi en américain, en anglais. Je veux dire, il y a tellement de gens qui travaillent sur une publicité, ça m'étonnerait que personne n'ait pensé que ça allait faire une polémique, en tout cas pour les démocrates. Oui, mais je pense surtout, on a vu par exemple la publicité Jaguar, là, très woke, où les ventes se sont effondrées. Je pense que dans le domaine de la pub, ils ont bien compris que l'aspect woke ne vendait pas. Ou bien, c'est peut-être, oui, donc ça ne va certainement pas parler à l'américain moyen. Voilà, donc ils disent non à cette pub woke, et je pense que si ça crée un scandale chez les démocrates, les démocrates veulent porter ce dossier-là et en faire un dossier scandaleux, ils ne sont pas prêts de regagner des élections aux États-Unis. Joël Kattengour et puis Didier Leb, est-ce que vous comprenez la polémique autour de cette publicité? Pour être honnête, non. Je ne comprends pas le problème. Moi, je vois une pub
comme ça vient de dire, comme on en fait tout le temps. Maintenant, dès qu'on commence à associer une espèce de choc culturel, ça, oui, évidemment, ça fait parler. Et quelqu'un qui est un petit peu enfantin comme Donald Trump donne un petit coup de boost en plus en disant elle est chouette, en plus elle est blonde. Enfin, bref, il n'a pas dit ça comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Il était surtout content qu'elle soit républicaine. Voilà, c'est qu'elle soit républicaine, mais pas parce que c'est quelqu'un qui a des valeurs respectables ou pas, mais c'est juste parce qu'elle appartient à un parti politique que lui apprécie et du coup, rien que pour ça, il donne une plus-value. Mais je ne crois pas qu'il faille en faire un débat social. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas vraiment ce sur quoi il faut se tourner, surtout voir quels sont les projets qui ont un vrai sens pour le commun des amis. Didier Lève, pour terminer, est-ce que vous comprenez que ça fasse polémique? On fait quand même des buzz avec n'importe quoi, hein, surtout aux États-Unis, ça devient un buzz mondial. Maintenant, moi je trouve que Trump, il joue très mal l'étonné. Quand il monte dans son avion, ah bon, le républicain? Oh, bon, je ne savais pas. Allez, c'est prémédité, hein, l'action qui vont en bourse de 23%. Et vous pensez que c'était prémédité ou pas de American Eagle ou personne, où je suis le seul à le croire sur ce plateau? On ne le saura jamais, mais peut-être que... Il y a tellement de gens qui travaillent sur une pub que... Je trouve qu'il n'a pas l'air très étonné. Le président n'a pas l'air très étonné. C'est lui qui lui a posé la question devait être au courant de quelque chose, en tout cas. Ouais. Ça c'est surtout ça qui... Et puis moi, je trouve, c'est très vrai, c'est qu'on fait des buzz avec n'importe quoi, et le résultat, c'est qu'on cristallise les extrêmes. Hein. En tout cas, il n'y a plus de centre. Hein. Toi, tu as l'extrême droite, toi, tu as l'extrême gauche. Hein. Mais donc, et tout le monde pense ici qu'on va aller vers des publicités de plus en plus conservatrices malgré tout. Quand on voit effectivement plus 23% pour American Eagle depuis le soutien de Donald Trump, on va se diriger vers ça. Non, je ne crois pas. En fait, tout le monde n'est pas bête. Je ne vais pas réutiliser l'expression qui m'a valu des... Après, les publicitaires sont quand même des gens très stratèges. Oui, s'il faut se tourner mais vers des choses plus conservatrices pour avoir plus d'argent. Je l'ai déjà dit sur ce plateau que nous sommes un petit peu conditionnés par moments par les publicités que nous voyons. Même si on n'a pas envie, on finit par y aller. J'ai envie d'acheter ce pantalon maintenant. Pour ma femme ou pour... mais, ça vous a donné envie de l'acheter? Ça m'a donné envie de l'acheter parce que j'aime le vintage. Maintenant, le discours qui l'accompagne, je n'apprécie pas. Parce que je n'ai pas envie qu'on associe ça que ce soit à ma couleur de peau ou celle d'une autre personne. Bon, au moins, ça aura donné envie à Joël d'acheter des jeans de cette marque américaine Eagle. Et puis pour terminer cette émission, on accueille Anne Savaton. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir dans Ta se passe chez nous, productrice, chroniqueuse de l'émission à succès Une brique dans le ventre sur la RTBF. Et vous êtes là ce soir parce qu'à 21h sur LN24, vous pourrez retrouver un documentaire que vous avez produit, Anne, sur comment on tente en Belgique de s'adapter, c'est ça, au réchauffement climatique? Alors c'était un petit peu plus large que ça. Le projet, c'était un projet en province de Namur au départ, qui voulait faire le point un peu sur l'état du développement durable dans la province. Et j'ai trouvé que c'était une chouette initiative et qu'on pouvait peut-être faire un petit bilan après la sortie du film Demain, qui avait quand même marqué vraiment un tournant. Le film français, oui. Voilà, le film français qui avait marqué un tournant où on s'était dit, tiens, il y a des initiatives dans le monde entier par rapport à un développement plus durable, pas seulement au réchauffement climatique, c'était pas le débat central, c'était à l'écologie, c'était à tout un tas de thématiques. Et on s'est dit, est-ce que sur un petit territoire comme celui de la province de Namur, on peut, chez nous, en Belgique, faire le point sur ce qui se fait? Est-ce qu'il y a des initiatives? Et effectivement, quand on a commencé à faire nos recherches, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. C'est vraiment un foisonnement d'initiatives. Et dont les gens n'ont pas vraiment conscience nécessairement. Ouais. Exactement. Et quand on fait le point, qu'on les met toutes les unes à côté des autres, c'est très intéressant. C'est très transversal au niveau des actions. Donc c'est l'alimentation durable, ça peut être la construction. Ça, c'est un domaine qu'évidemment je connais bien et que j'affectionne particulièrement. Et je vois tous les progrès depuis 20 ans qu'on a fait dans la construction par rapport aux économies d'énergie, aux économies d'eau, à être plus sobre. Donc c'est quand même assez passionnant et on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient. C'est assez enthousiasmant. Donc on est sur la bonne voie en Belgique à ce niveau-là? Alors on est sur la bonne voie. En tout cas, quand on a commencé à tourner, c'était juste après la fin du Covid. On a attendu qu'il n'y ait plus de masques quand même pour démarrer. C'est vrai que c'était très enthousiaste. Depuis, il y a des difficultés quand même. On avait tous envie de manger local, de consommer local globalement. Hein. Même nos masques, on voulait les acheter ici en Belgique. Depuis, l'eau a coulé. On a un petit peu, il y a l'inflation qui est passée là-dessus, des crises avec le prix de l'énergie, etc. Et les choses se sont un petit peu corsées pour tous ces acteurs qui étaient très enthousiastes à ce moment-là. Et donc je trouve qu'aujourd'hui, je suis super contente que le film soit diffusé parce que
c'est un petit peu une piqûre de rappel, de dire ok, on a tous envie de ça. On a envie de manger les légumes locaux, on a envie d'avoir des bâtiments économes, on a envie d'aller au resto dans un resto qui a des valeurs. Mais pour ça, il faut faire des choix et il ne faut pas oublier que c'est nous, consommateurs, qui sommes les acteurs de ça, consommateurs ou entrepreneurs. Il faut se bouger et il faut participer. Et pour terminer, je me souviens que le film Demain, je crois que c'était avec Mélanie Laurent, c'est ça, c'était sous forme de road movie. Exactement, c'est dans le monde également entier. le cas pour votre film? Alors, c'est un road movie en province de Namur, clairement. C'est très sexy aussi. Exactement, c'était vraiment l'idée. Ça donne envie, en tout cas, vous allez regarder ça ce soir sur... Vous n'avez pas le choix en même temps. J'ai vu le road movie dans la région de Namur avec Boulay-Laners, là, il y a quelques années aussi. Vous avez tourné quelque chose sur les Namourettes? Alors non, on n'est pas allé sur les Namourettes, mais on aurait pu. Ah oui, parce qu'on y va en été. En tout cas, je vous invite à tous regarder ce documentaire oui, on va passionnant regarder. qui passera à 21h sur LN24 ce soir. Un rendez-vous à ne pas manquer. Et en parlant de rendez-vous à ne pas manquer, voilà, c'est déjà la fin de ce nouveau numéro de l'été, de votre émission de l'été sur LN24. Ça se passe chez nous. Merci à tous les quatre de m'avoir accompagné ce soir dans cette émission. Merci aux équipes techniques. Merci encore Anne Savaton d'avoir été avec nous. Merci à Richard de Wills à l'édition. Tout de suite, c'est ça la vie, avec un documentaire consacré à tous ceux qui ont décidé de tout plaquer et de changer de vie, suivi à 20h d'un autre doc sur les anges gardiens de notre quotidien. À 21h, je le rappelle, ce rendez-vous à ne pas manquer, c'est demain en province de Namur. Et puis à 22h, vous pourrez me retrouver dans Bonsoir les stars avec des grands entretiens avec plusieurs artistes. Au programme ce soir, Plastique Bertrand, le trio Ferrari de sa mère, le Caplin, et puis l'humoriste Sarah Grosjean. Je vous souhaite une très belle soirée sur LN24.